Voici comment ont été dépassés les sauts les plus hauts du monde. Après 1963, ils semblent désespérément bloqués sous les 2,30 m. Et puis soudain, à partir de 1973, les records s'enchaînent, 2,35 m, 2,40 m, 2,45 m. Derrière ce changement brutal, il y a une explication très concrète. Et vous allez voir, c'est l'un des facteurs que l'on retrouve pour d'autres records du monde. Salut, c'est Lucas. Devenir celui ou celle qui repousse les limites humaines et qui bat un record du monde, c'est devenu un objectif pour des générations de sportifs sur la planète entière. Mais qu'on prenne le record d'Usain Bolt sur le 100 m en 2009, de Mike Powell sur le saut en longueur en 1991 ou encore de Florence Griffith Joyner sur le 100 m en 1988, plusieurs records n'ont pas été battus depuis de nombreuses années. Des scientifiques font même l'hypothèse qu'à partir de 2027, 50% des records auront atteint une sorte de quasi-limite. On voit qu'il y a de moins en moins de records. Il donne une idée un petit peu de la performance ultime qu'on pourrait attendre. Mais cette analyse n'est pas partagée par tout le monde. Michael Phelps, tout le monde pensait qu'il serait intouchable et que plus personne n'arriverait à battre ses records. Et en fait, Léon Marchand est arrivé à battre sur le 4x4 nage le record de Michael Phelps. Cette semaine, dans les Doc Nature, on va plonger dans ces exploits sportifs à travers le regard de scientifiques. Alors, qu'est-ce qui fait concrètement qu'on peut battre ou non des records? Peut-on vraiment prévoir la fin de ces performances? Je vous explique. Le saut en longueur, ça aurait atteint une quasi-limite en 1991 avec 8,95 m. Désormais, il ne devrait plus qu'augmenter de manière extrêmement minime. C'est en tout cas ce que pronostiquent des chercheurs français dans ce tableau en 2008. Au total, ils y estiment les dates butoirs pour 62 épreuves masculines et 63 épreuves féminines. Pour voir s'il existe des règles qui peuvent expliquer comment battre des records, je me suis déjà demandé comment ils ont été battus par le passé. Cette quête pour devenir le ou la meilleure du monde, on peut la regarder en vidéo, mais il est aussi très instructif de la regarder sous forme de graphique. Voici par exemple comment évolue au fil du temps le record du monde de saut à la perche masculin. Et voici ce que ça donne pour le 100 m féminin, pour le 100 m nage libre masculin, ou encore le 400 m 4 nage. On a ce qui s'appelle soit des paliers quand ça bouge pas, soit des chutes de records. Tout d'un coup, pendant un an, les records peuvent être battus peut-être parfois une dizaine de fois. Avant de voir ce qui est concrètement projeté pour différents records, je me suis demandé ce qui pouvait créer ces paliers qu'on retrouve dans presque tous les records. On retrouve plusieurs facteurs communs qui influent sur ces performances, dont plusieurs que je n'imaginais pas du tout. Voici les deux premières nageuses ayant battu le record du monde du 800 m et les deux dernières. Idem avec le 400 m nage libre masculin, le lancer de poids ou le 100 m. Dans plusieurs épreuves, le corps des athlètes a fortement évolué. On sait très bien qu'il faut des phénotypes morphologiques très puissants et trapus pour l'haltérophilie, par exemple. Pour la natation, vous avez des gens qui sont assez grands, avec des grands bras, des grandes mains et des grands pieds pour faire des palmes, en fait. Les Kenyans sont en altitude, il y a un apport d'oxygène qui est moindre, et donc ils sont adaptés physiologiquement à la contrainte du marathon qui est assez longue. On sait par exemple mieux entraîner les athlètes pour un sport donné. On sait quels muscles il faut travailler en particulier, quel type d'entraînement, cardio, pas cardio, entraînement de force, entraînement d'endurance de force, tout ça on a un petit peu optimisé grâce à la connaissance qu'on a acquise sur ces 50 dernières années. Et ça joue sur les performances. Cette étude de 2015 explique par exemple que les augmentations morphologiques chez les sprinteurs reflétaient étroitement l'amélioration de leur vitesse. Et demain alors? Toute cette optimisation de la performance qui a pris du temps a généré des petits paliers de performance et aujourd'hui, on a un peu optimisé tous ces paramètres-là. L'étude de 2015 estime qu'une limite évidente pourrait découler de l'épuisement des nouveaux pools démographiques si tous les physiques les plus adaptés sont détectés, sélectionnés et entraînés. On peut préciser que parfois certains traits physiques peuvent aussi créer la surprise. Typiquement sur le 100 mètres, on cherche pas des gens qui sont grands parce qu'il manque d'explosivité. Usain Bolt, c'est un peu un cas atypique parce que lui, il est grand, il est explosif. Donc on pense qu'il cumule un panel de gènes qui lui ont permis, lui, d'être vraiment hors norme et donc de développer cette performance vraiment extraordinaire sur le 100 mètres. Une autre chercheuse m'a indiqué par mail qu'on aurait potentiellement plus de marge de manœuvre sur les femmes pour lesquelles on connaîtrait aujourd'hui moins la physiologie que pour les hommes. Sur cette question de nos limites physiques, une autre info m'a marqué. Certes, depuis plus de 100 ans, des athlètes repoussent les limites de leurs prédécesseurs et donc de l'humanité, mais selon deux anthropologues, certains records actuels auraient pu être battus par des chasseurs-cueilleurs de la préhistoire. L'un d'eux pense par exemple qu'avec l'équipement moderne, les aborigènes d'Australie vivant il y a près de 20 000 ans auraient pu atteindre 45 km/h et donc dépasser la vitesse d'Usain Bolt sur le 100 mètres.
trouve ça assez incroyable. On avait des corps adaptés à la contrainte de la chasse et de la pêche et de la cueillette. Donc on passait nos journées à faire de l'endurance de fond et chasser l'animal pour l'épuiser. Donc forcément on avait des morphotypes qui étaient adaptés à ce type de contrainte qui était la contrainte de survie. Aujourd'hui a priori on est capable de se nourrir sans chasser. Nos corps ils se sont adaptés un petit peu à notre confort et à notre société. Donc je pense qu'il y a une part de vrai là-dedans. Je suis pas sûr que le chasseur-cueilleur de l'époque soit adapté, par exemple, à des sports comme la natation, puisque lui, il n'avait pas une contrainte d'apprendre à nager pour survivre. Il y a un autre facteur qui influence de nombreux records. C'est la technique utilisée par les athlètes. Si on pense à la natation, il y a eu beaucoup d'évolutions entre les premières courses où les champions nageaient le crawl avec la tête hors de l'eau et le crawl d'aujourd'hui. Le papillon est apparu parce que certains nageurs se sont mis à nager la brasse de façon un peu différente et se sont rendus compte que c'était plus efficace. Tous les sports quasiment bénéficient d'avancées techniques. Donc la technique, c'est quoi ? C'est la façon dont on va faire un geste sportif. Si on reprend le saut en hauteur, plusieurs enchaînements de records du monde masculin correspondent en fait à l'apparition de nouvelles techniques. On était en saut au niveau du ventre. Avec l'arrivée du Fosbury, où on saute en présentant le dos au sautoir, et où finalement le centre de gravité n'a pas à passer au-dessus de la barre, il passe en dessous, alors qu'en ciseaux, il fallait sauter finalement beaucoup plus haut. Quelles seront les prochaines avancées techniques ? J'en sais strictement rien. Mais par contre, je suis persuadée que si on se reparlait dans 10 ans, on pourrait se dire, oui, il y a eu ça, ça et ça. En parallèle, je me suis demandé quelle pouvait être la place de la préparation mentale. Alors son rôle précis dans l'ensemble des records et les marges restantes sont très difficiles à quantifier. Ce qui est sûr, c'est que c'est un élément indispensable pour battre un record. Si j'arrive sur la ligne de départ et je doute, c'est fini. Mais en fait, les records ne dépendent pas seulement des capacités physiques des athlètes, de leur technique ou de leur préparation. Je me suis rendu compte qu'il y avait de nombreux facteurs extérieurs qui pouvaient les influencer. Voici l'évolution du taux des records du monde battus chaque année. Deux moments sautent aux yeux où la progression chute drastiquement. Ce sont en fait la Première et la Seconde Guerre mondiale. En fait, plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques, politiques peuvent avoir un impact sur les performances de certains pays et sur les records du monde battus ou non. Autre exemple, cette période de progression des records du monde est notamment marquée par un accroissement de la concurrence, notamment sportive, entre les deux blocs de la guerre froide. Et au contraire, des pays d'Europe de l'Est et la Russie connaissent un ralentissement significatif à l'approche des années 1990 qui marque la chute du bloc de l'Est. Alors peut-être que vous aussi vous pensiez à ça, mais je me suis demandé quel rôle pouvait jouer le dopage dans les records du monde. L'étude de 2015 reconnaît que l'utilisation de produits dopants a pu permettre d'établir des résultats insurmontables. Certains records du monde, comme celui du 100 mètres de Ben Johnson établi en 1987, ont été annulés a posteriori pour dopage, mais d'autres records sont toujours suspectés. Notamment quand on voit la période des années 80-90, l'Allemagne de l'Est qui avait des athlètes dopés par un dopage d'État, ça fait partie des records qu'on ne pense pas voir tomber prochainement parce qu'ils ont été réalisés dans des conditions qui sont probablement douteuses, notamment sur les lancers et sur certaines courses. On n'a jamais la certitude absolue, mais le problème c'est que on n'aura probablement jamais cette certitude, sauf si l'athlète reconnaît cette dopée. Selon l'étude de 2008, des formes de dopage légalisées ou mal empêchées pourraient partiellement modifier le cours des records à l'avenir. En parallèle, quel est le rôle de la technologie ? Par exemple, le matériau pour construire une perche a beaucoup évolué. On est passé à des perches en bambou, en matériaux composites. Il faut que la perche soit assez souple pour transférer l'énergie, mais sans l'être trop, parce que sinon elle ne se redresse pas. Dans les années 2008, on a eu notre champion Alain Bernard qui a battu le record du 100 mètres nage libre avec une combinaison de natation. Et ces combinaisons étaient dans un matériau qui fait que l'eau glissait dessus. Ces combinaisons ont été interdites. Et après, il a fallu plus d'une dizaine d'années, puisque c'est tout récemment en 2022 que le record a à nouveau été battu. Il y a des sports où la technologie joue moins que d'autres, mais c'est difficile de trouver un sport où il n'y a pas du tout de technologie. Si l'on reprend l'exemple de la natation, l'étude de 2015 montre que l'amélioration des combinaisons aurait permis une progression moyenne de 3%. La technologie aurait aussi fortement joué en cyclisme, en lancer javelot ou encore dans une moindre mesure dans les épreuves de sprint ou de course à pied. Je le savais pas forcément, mais les infrastructures aussi peuvent jouer un rôle. Le fait d'augmenter la profondeur de la piscine fait qu'il y a la force de traîner, les vagues qui ralentissent le nageur sont moins importantes parce qu'elles vont moins aller rebondir contre le fond de la piscine pour ralentir le nageur. Donc ça a permis d'améliorer des records. La forme des stades ou des pistes ou le réglage de la température intérieure peuvent aussi favoriser des records.
Néanmoins, le coût de certaines évolutions technologiques pourrait limiter leur développement. L'étude de 2015 explique par exemple que le coût du maillot de bain en polyuréthane, 400 $ américains, a été l'un des arguments majeurs dans la décision d'interdire ces innovations en 2009. La technologie, elle n'est pas forcément égalitaire. Tous les athlètes de tous les pays ne peuvent pas se payer les vélos avec la technologie la plus moderne. Et donc, il y a aussi des sports où la question se pose, est-ce qu'il faut autoriser ou interdire certaines choses pour que tout le monde puisse bénéficier de la même technologie? De nombreux autres facteurs extérieurs peuvent avoir plus ou moins d'influence sur les records du monde, comme la météo et notamment la chaleur, l'émulation collective, ou encore ce que les chercheurs attribuent à l'aléatoire, une blessure, des tensions familiales, ou encore une performance entre guillemets chanceuse, très au-dessus du reste de la carrière d'un athlète sans qu'on puisse vraiment l'expliquer. Mais alors, que peut-on vraiment prévoir ? Reprenons ces estimations du tableau de 2008. Par exemple, le saut en longueur féminin devrait avoir atteint sa quasi-limite depuis 1993, le 50 mètres nage libre masculin depuis 2022, ou encore le lancer de marteau depuis 1992. A l'inverse, il y aurait par exemple beaucoup plus de marge pour le 400 mètres nage libre masculin, qui pourrait atteindre sa valeur quasi-limite en 2069, ou le 200 mètres brasse féminin, qui pourrait atteindre sa valeur quasi-limite en 2088. Ce que j'ai surnommé quasi-limite, c'est le moment où, selon l'étude, l'amélioration possible pour un record est estimée à 0,05% maximum. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait l'évolution des records du monde dans le temps. On construit un modèle statistique en disant, bah voilà, on applique des courbes sur ces points de données, et quand on prolonge ces courbes à l'infini, on regarde grosso modo vers quelle valeur on tend. On ne peut pas se projeter à l'infini. Donc on va se dire à partir de quand le gain devient marginal sur cette valeur à l'infini, c'est-à-dire en gros, on est de l'ordre de quelques secondes sur le marathon, et quelques grammes en haltérophilie, on est sur des valeurs qui sont vraiment très fines. Cette quasi-limite devrait être non seulement atteinte pour 50% des records à partir de 2027, mais c'est même 90% de ces records qui devraient atteindre leur quasi-limite d'ici 2068. Et quand on fait des projections statistiques, en fait, on ne donne pas une valeur brute, en fait on fait une projection et on donne un intervalle. Pour la poursuite individuelle en cyclisme féminin, la quasi-limite du record est estimée dans un intervalle qui va de 1995 à 2580. Ça laisse pas mal de marge. A l'inverse, certains intervalles restent plus faibles, comme le lancer de marteau féminin qui devrait être atteint entre 2008 et 2036, ou le 400 mètres 4 nage dames entre 2012 et 2028. Si vous voulez en savoir plus sur la méthode de calcul, ou alors connaître les estimations des limites pour les 125 records étudiés, je vous mets le lien de l'étude de 2008 sous la vidéo YouTube. Au-delà des projections, selon l'étude de 2015, sans changement de règlement et de technologie, les records du monde devraient connaître un développement limité dans le temps. Ça se ralentit fortement, c'est-à-dire en fréquence on a de moins en moins, et en termes de gains relatifs, cet écart entre les records, en termes de performance, il diminue de manière considérable. Je ne crois pas qu'il va y avoir soudainement un sursaut dans toutes les épreuves sportives. Plus largement, au-delà des seuls records du monde, Geoffroy Berthelot m'a aussi envoyé pour 8 épreuves différentes les performances des 10 meilleurs athlètes chaque année. Résultat, après des années de progression, presque toutes ces performances atteignent une sorte de plateau. Revenons au record du monde. Amandine Aftalion, elle ne croit pas en des lois d'évolution qui permettraient d'estimer les records et leurs limites pour toutes les épreuves. Il y a eu un certain nombre de gens qui ont voulu faire des prédictions sur quelle allait être la limite atteinte par le 100 mètres. Personne n'avait prédit autant d'Usain Bolt en 2009 à Berlin. Il y a à chaque fois des éléments qui font que les records sont battus d'une manière que l'on ne peut pas prévoir. Cette autre étude publiée en 2024 s'est penchée sur 23 épreuves. Elle conclut que les êtres humains n'ont pas encore atteint les limites sportives, ce qui suggère une amélioration continue au fil du temps. On fait appel à des modèles mathématiques et statistiques qui sont tous globalement assez pertinents, même si on sait ce qu'on dit, les modèles ils sont tous faux, mais on va sélectionner celui qui est le moins faux. Typiquement la combinaison de natation, ça a cassé toutes nos estimations. Nous on avait précisé en 2008 que c'était des estimations toutes conditions égales par ailleurs, ce qui n'est plus le cas en natation puisqu'on a eu ces changements technologiques. Après, sur l'athlétisme, on voit là, on a des modèles de chaussures qui permettent un incrément de la performance de 2-3%. Donc si on enlevait ces paramètres technologiques, on serait encore dans les chiffres qu'on a donnés. Si on considère juste la physiologie humaine, nous on a peut-être Usain Bolt qui nous a surpris. Est-ce qu'on va retrouver un Usain Bolt qui sera grand, explosif, fort dans le futur? Je sais pas. Le record du monde où il y a encore un peu d'espoir, c'est le marathon sur les 2 heures masculin-féminin. Et sur la perche, Arnaud Duplantis qui fait des records comme ça, il choisit au centimètre. Donc là, il y a encore des choses qui peuvent être réalisées. Au-delà de ça,
Le sportif, il sait que certains records, ça va être très difficile, donc il va plutôt s'attacher à être le sportif olympique, à être le meilleur dans son épreuve. C'est déjà quand même une valorisation qui est énorme. Je pense que dans aucun sport, on a atteint les limites. Même sur la course, sur l'appui du pied, sur la foulée, sur la façon de courir, on continue de mieux comprendre, de mieux entraîner les coureurs. En natation, c'est pareil, il y a des choses que l'on comprend de mieux en mieux. Et si vraiment on arrive dans les limites, les règlements changent qui font qu'on relance l'intérêt du sport. Au final, ce sont les institutions qui encadrent ces records, qui peuvent autoriser ou non une nouvelle technologie ou une nouvelle technique, introduire ou non de nouveaux moyens de mesure plus précis, renforcer ou non la lutte antidopage, etc. Le futur des records, ça dépend donc aussi en très grande partie de l'évolution des règles qui les encadrent. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode des Dog Nature. Je trouvais intéressant de traiter ce sujet un peu différent sur les limites des athlètes. Je n'ai bien sûr pas pu tout dire sur les dizaines d'épreuves concernées par des records qui ont aussi chacun leur spécificité. Et je n'ai pas pris en compte les épreuves de combat, les épreuves où les équipes s'affrontent sur un terrain ou les épreuves avec un jury. Si vous voulez compléter en commentaire, n'hésitez pas, ça peut être super intéressant. Par ailleurs, j'ai étudié le sport uniquement à travers l'aspect record du monde, mais bien sûr la pratique sportive ne peut pas être résumée à ça, et certains critiquent même la culture de la performance. Et pour faire le lien avec les sujets que je traite d'habitude, voici quelques infos en plus sur les performances des animaux. Évidemment, les animaux d'eux-mêmes ne se disent pas « tiens, aujourd'hui, je vais aller battre un record ». Le record, tel que vous posez la question, est vraiment lié à une observation humaine. Donc si on pense par exemple aux courses de lévriers, les lévriers sont des animaux qui atteignent 70 ou 80, même le record, je crois, est à 80 km/h, mais sur des distances très courtes. Donc un lévrier, par exemple, peut distancer un cheval dans un sprint parce qu'il accélère très vite, mais si la course est longue, c'est le cheval qui gagne. Attention, utiliser des animaux pour des performances sportives, ça pose aussi des questions de bien-être animal. Un grand merci à toutes les personnes de Brut qui ont aidé pour cette vidéo. Rendez-vous dimanche prochain à 10h pour un nouvel épisode des Dog Nature, un peu plus proche des thématiques habituelles.